Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur YouTube ou sur Twitch pour ce tout nouvel après-match. On débriefe les rencontres de l'Olympique lyonnais, vous en avez maintenant plus que l'habitude. Aujourd'hui, nouveau match, nouvelle rencontre de l'OL qui se déplaçait sur la pelouse de la Mosson à Montpellier. L'OL recevait, non, se déplaçait au MHSC et une victoire de l'Olympique lyonnais à l'extérieur. Ça fait depuis le match face à Nantes que l'Olympique lyonnais n'a pas gagné à l'extérieur. Et comme face à Nantes, le score est de 1-0. Et j'ai envie de dire comme pour l'après-match de Nantes, bon, il n'y a pas Ferran, mais avec moi, il y a Tassour, il y a Tekken. Bonsoir messieurs, bonsoir Tassour, comment ça va? Salut Melt, ça va très très bien. Écoute, victoire contre Montpellier, comme tu l'as dit, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas Eh oui. gagné là-bas, même contre Montpellier, hein, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc très très heureux du résultat, même si c'est sur sur un petit résultat de 1-0. Bonsoir également Tekken, comment ça va? Bonsoir messieurs, ça va beaucoup mieux depuis que nous avons conjuré la malédiction tant Des des matchs à matchs à l'extérieur en l'extérieur, eh Ligue oui. 1 cette saison, tant des matchs à la Mosson. Je rappelle, petite stat pour se mettre comme ça en jambes, c'est la première victoire de l'OL à la Mosson en Ligue 1 depuis 4 ans déjà. Depuis La dernière 2017. victoire Ça c'était se le rappelle? 14 mai 2017. L'OL avait gagné 3-1, donc Ouais, c'est c'était, une bonne étape ce soir. si j'ai pas de bêtises, l'attaque, c'était à droite Ghezal, en 10 Nabil Fekir, à gauche Memphis Depay, et en pointe un certain Alexandre Lacazette qui, aujourd'hui même dans Téléfoot, a dit que revenir à la maison avec Corentin Tolisso, ça pouvait lui plaire. Mais il a également dit que Jean-Michel Aulas ne répondait pas à ses textos. Donc bon, on Il va se pas, passait, hein. voilà, on va pas plus s'éloigner du sujet qui est le match de ce soir, cette rencontre entre l'Olympique lyonnais et Montpellier. Enfin, entre Montpellier et l'Olympique lyonnais, c'est mieux si on met le bon ordre. On va commencer tout petit à petit à parler de cette rencontre. Je vais commencer en introduisant rapidement les compositions d'équipe de ce match. On va commencer par les locaux, le MHSC Montpellier dans un 4-3-3, 4-4-2 à la sauce d'Aloglio. Jonas Omlin était dans les buts, une défense à 4 avec Mihail Orestic côté gauche, une charnière centrale avec Nicolas Kozza et Mamadou Sakho. Le côté droit était quant à lui tenu par Arnaud Souquet. Le milieu de terrain avec soit un double pivot, soit un Chotard un peu plus en sentinelle et devant lui Jordan Ferry. Ça dépendait des systèmes annoncés et des différents médias qui annonçaient la composition d'équipe. En tout cas, le reste de la compo, c'était Valère Germain en pointe, Florian Mollet dans un rôle soit d'ailier droit, soit de milieu relayeur, et avec sur les côtés Nicolas Gioacchini, l'ancien Canet, et à gauche Stéphie Mavididi, l'ancien Dijonais. Voilà pour la composition du MHSC. Composition lyonnaise qui, quand je l'ai vue, m'a beaucoup plu. Je sais pas votre avis, messieurs, mais c'est vrai que c'est la compo La compo type, hein. qu'on attendait comme étant la composition type, avec Anthony Lopez dans les buts. On parlera de son match parce que même si je ne l'ai pas vu, j'ai eu quelques réactions et il a été, je crois, élu homme du match par le compte À juste de titre. l'OL. On verra si c'est à juste titre, mais il semble que oui. À droite, un certain Malo Gusto, absence de Léo Dubois, et quand Léo Dubois n'est pas là, l'OL rayonne. On en parlera Quand Léo aussi. Dubois n'est pas là, tout va. C'est vrai que On peut le dire comme ça. c'est beau et ça rime, Taken. Ce poète, une charnière centrale, Jérôme Boateng, Jason Denayer, avec un signal du Mandé, blessé à la cheville et apparemment blessé jusqu'à la trêve hivernale. Donc apparemment la blessure contractée dans les peu de minutes qu'il y a eu entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille ont fait mal. Le côté gauche était quant à lui tenu bien par Emerson, pas de problème de ce niveau-là. Le double pivot habituel, Bruno Guimaraes, Maxence Cacré. Et c'est ce quatuor offensif qui au final était enfin celui que beaucoup espéraient, avec le retour d'un vrai numéro 9 et pas de Lucas Paqueta qui apparemment ne se plaît pas dans ce rôle de numéro 9. On peut le comprendre. Dans le poste un cran un peu reculé, il est plus participatif dans le jeu, il participe beaucoup plus au jeu. Et donc c'est Islam Slimani et non pas Moussa Dembélé qui était en pointe. Moussa Dembélé qui est rentré en cours de match. Donc les trois derrière Islam Slimani, Toko Ekambi à gauche, ça change absolument pas. Pareil pour Oussama War qui, en l'absence de Léo Dubois et de Moussa Dembélé, était capitaine ce soir. Et à droite, Lucas Paqueta, dans un rôle d'ailier droit qu'il avait déjà expérimenté face à Clermont. Clermont qui était une rencontre. On avait le même arbitre, Thomas Léonard. On pourra parler de son arbitrage et des quelques cartons qui ont été distribués, surtout côté lyonnais. Messieurs, pour un petit peu introduire le débat et votre ressenti au niveau du match, pour moi qui n'ai pas vu,
Quand on regarde le score, quand on regarde le match qui est apparu comme assez poussif, surtout en seconde période, est-ce que selon vous, ce match peut être un peu comparé à celui qu'on avait déjà gagné à l'extérieur, le dernier qu'on avait remporté à l'extérieur, j'ai ouvert dessus tout à l'heure, le match face à Nantes, victoire 1-0 là aussi, une victoire un peu dans la douleur, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti vous deux. Je suis d'accord. C'est un match où pendant les 15-20 dernières minutes, on a serré un petit peu les fesses. On avait la goutte de sueur hein, sur la tempe. Mais au final, dans la douleur, on s'impose 1-0. On a eu des occasions Montpellier. On a eu beaucoup aussi. On se rappelle de la barre transversale qui a touché qui a touché en première mi-temps. Bah, juste avant d'ailleurs que nous, on la touche. Sauf qu'il y avait Paqueta Qui rodait. qui a pu, qui rôdait et qui a pu mettre la tête au fond des filets. Mais je te rejoins là-dessus. C'est une victoire. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir sur ce match. Certes, c'est dans la douleur, mais on a senti une équipe lyonnaise qui était bien en place, qui avait dans la tête les phases de jeu. On a eu Malo Gusto à la mi-temps qui s'est exprimé et qui a parlé enfin, qui a dit que c'était un dispositif tactique qui était certes enfin, dans la lignée de ce qu'il y a depuis le début de la saison, mais avec une vraie volonté sur les côtés d'être en position de limite d'ailier, hein. On avait un Gusto qui était vraiment haut sur le terrain. Et merci un petit peu moins Taken, je crois. Oui, tout à fait, Ouais, oui, on avait c'était plus en un mode Malo Gusto qui défensif. était bien plus offensif. Bah, en fait, c'est très souvent le cas à Lyon, hein, même quand c'est Léo Dubois qui joue, quoi qu'on puisse en penser, le latéral droit est souvent plus haut que le latéral gauche quand c'est l'OL qui joue. C'est une constante. Pour revenir sur le sujet du match contre Nantes et le parallèle qu'on peut en tirer avec ce match contre Montpellier de cet après-midi, je dirais même que le match contre Nantes était plus facile, plus maîtrisé de la part des Lyonnais, D'accord. alors que ce soir, ou cet après-midi du moins, contre Montpellier, on a senti quand même que l'OL était sur le point de vaciller en deuxième période et que le contrôle était plus ténu. C'était Il à n'y la avait pas une limite, hein. domination vraiment outrageuse de l'OL, ce qui pouvait se traduire à l'époque, je crois, où contre Nantes, il y avait eu quelque chose comme 64 ou 66% de possession de balle en faveur de l'OL, où il y avait vraiment une domination, un contrôle du milieu de terrain qui était assuré. Là, ce soir, on sentait que certes, en première mi-temps, c'était indéniable, l'OL avait le pied sur le ballon à partir de la fin du premier quart d'heure, pardon. J'allais dire la première demi-heure, mais non, du coup. Et c'est à peu près vers le début de la seconde période que Montpellier a commencé un petit peu à reprendre du poil de la bête et à être beaucoup plus menaçant. On a senti l'OL sur la fin qui était vraiment pas loin de craquer. Donc heureusement, on a eu un Anthony Lopez qui a réussi voilà, à encore une fois sauver un peu la baraque et apporter un peu de sérénité derrière. Mais on va dire que oui, l'OL a réussi à dominer la première période pour justement assurer un peu sa victoire qui fait quand même du bien. On va tout doucement parler bien évidemment de ce match, et on va te laisser Tekken un petit peu introduire le fil de cette rencontre. Une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue avec, on l'a dit tout à l'heure, des transversales en première période qui ont vibré, qui ont tremblé. Absolument, ouais. Les premiers coups de semonce de ce match ont démarré plutôt côté Montpellierin, hein, contrairement à ce qu'on vient de dire là en parlant du match, avec d'abord Mollet qui va alerter Arnaud Souquet à côté droit, qui va faire une frappe qui va permettre à Lopez de se mettre un petit peu en jambe. On est avant la 10e minute, mais c'est la première occasion seulement pour ce match-là. La minute suivante, on va avoir le fameux coup de canon de Mollet sur la barre transversale après un très bon centre de Mavididi qui a complètement fait la misère à Denayer sur cette action-là. Donc c'est important à noter. Heureusement, il n'y a pas de but et ça permet à l'OL un peu de se reprendre et de redevenir menaçant puisque de l'autre côté, on va avoir une belle occasion de la part de Paqueta qui va amener un bel arrêt de Jonas Omlin pour détourner le ballon en corner. Les débats vont vraiment se dénouer un petit peu à partir de la 17e minute, donc finalement assez tôt dans ce match-là, avec le premier but lyonnais qui va arriver vraiment avec une merveille de centre de Malo Gusto vers Islam Slimani dans la surface qui va complètement rater sa reprise de volée, honnêtement. Je crois que personne ne l'a remarqué à part moi, presque. Islam Slimani a un boulevard pour marquer. Il est à 3 cm du but, il a réussi à rater en balançant le ballon sur la barre transversale. Heureusement, il n'y a aucune conséquence puisqu'on avait Paqueta qui rôdait un petit peu dans la surface autour du point de pénalty pour marquer de la tête dans le but presque vide puisque finalement personne n'était prêt à ce qu'il tire, mais on fait un petit peu l'impasse, je trouve, sur un très très gros raté
de Slimani. Heureusement, il y a pas de conséquences, donc c'est Tout le monde a vraiment retenu son souffle, hein, je pense. Dans le stade, oui, il y a eu le absolument, oui. ballon qui a été projeté dans les airs. Vraiment, on attendait ce qui allait se passer et finalement, c'était un but. Et un très beau but. Le 6e, je crois, de Lucas Paqueta en Mm, Ligue 1, donc c'est ça. c'est le meilleur buteur lyonnais, il me semble, jusqu'à maintenant en championnat. Donc voilà, ça fait toujours du bien pour les stats, même si pour le coup, ce but est un petit peu cadeau, je trouve, de sa part. On va terminer la première mi-temps avec à peu près rien d'autre, finalement, en termes d'occasions dangereuses. Donc c'est une première mi-temps qui est assez épurée en termes d'occasions dangereuses, même si l'OL a eu beaucoup plus la possession et a mieux contrôlé, on peut dire ça, le milieu de terrain, en laissant 2-3 fois les Montpelliérains partir dans son dos. Mais bon, c'est un peu le lot commun avec l'OL en ce moment. Deuxième mi-temps qui va être encore plus brève en termes d'occasion, puisqu'on va avoir pratiquement rien du tout. Et je dis bien pratiquement, parce que ça va être l'occasion pour Anthony Lopez de se faire remarquer à nouveau, puisqu'on l'avait déjà eu en première mi-temps avec un très bel arrêt sur une frappe de Mollet. D'abord à la 48e pour redémarrer le match, une tête tranquillement captée. C'est un arrêt un peu facile. Mais le gros arrêt va venir 10 minutes après, à la 57e, avec un très beau centre de Mavididi. Encore lui, Mavididi dans les appels croisés aura été un petit peu Petit poison. embêtant, pour dire le moins, pour les défenseurs lyonnais, puisqu'il va faire un très beau centre en retrait, et puis on va avoir à nouveau Mollet. C'est vraiment les deux, là, Mavididi, Mollet, qui ont été offensivement parlant les plus menaçants pour les Lyonnais. On a Mollet, du coup, qui va reprendre le ballon. Et Lopez qui va faire un très très bel arrêt. Pour sauver vraiment les meubles côté lyonnais, ça va être très très important. Ensuite, encore 10 minutes après, on est à la 66e, une nouvelle frappe, cette fois-ci de Mavididi, le Britannique, pour un autre arrêt de Lopez. Et ça sera tout finalement des grosses occasions Montpellier-Rennes. On va avoir juste, en fin de match, à la 79e à peu près, une passe de Aouar vers Toko Ekambi qui va essayer de frapper, mais Omlin va détourner en corner. Et puis sinon, c'est à peu près tout pour un match quand même qui aura été peu animé en termes de grosses occasions, j'ai trouvé. Je ne sais pas toi, Tassour, qui a vu le match, puisque Mels, malheureusement, t'as pas pu voir voilà, ces petits moments où on se dit il va y avoir une occasion, mais finalement, il n'y en a pas eu. Et on a eu assez peu, finalement, de tirs cadrés, j'ai trouvé. Ouais, bah on peut regarder dans les stats que tu es en train de montrer, Mel. C'est des stats qui sont assez équilibrés entre Montpellier et Lyon, avec Ouais, des expected goals qui sont assez équilibrés là aussi, avec 1,25 pour Montpellier et 1,35 pour pour Lyon. l'OL. Même si Montpellier a plus tiré au total, euh, c'était un match. On n'a pas les stats là-dessus sur les demi-temps, mais comme tu disais, hein, la différence, elle est nette. Fallait mieux regarder la première mi-temps que la seconde, en tout cas pour le côté attractif. Mais je pense que c'est surtout que Montpellier s'est un petit peu plus réveillé en seconde mi-temps. Et du coup, ça laissait moins la place à l'OL de faire son jeu en passe par courte, rapide, comme on l'a très très bien fait et comme on le fait très bien depuis le début de saison. Donc c'était un match qui pour moi aurait sûrement dû se terminer à un partout. En tout cas, pour Montpellier, une défaite, c'était pas forcément mérité, mais on a été plus réaliste, on va dire. Hein. Ça nous arrive tellement dans le sens inverse que C'est vrai qu'on on prend peut, cette fin. on peut le prendre clairement. Il y a Bilal dans le chat qui est très actif et qui nous dit: Je pense que les débordements sur les ailes des Montpelliérains sont plus liés à un manque de couverture des centraux Tout qu'à à fait. vraiment une absence défensive des latéraux. C'est Moi un peu l'impression que j'ai et que j'ai une j'ai, image mais je dans n'ai la pas pu la tête. confirmer. Ouais, vas-y. J'ai une image dans la tête de Emerson qui, je crois, même plusieurs fois, fait semblant, enfin, pense qu'il y a personne derrière lui et laisse passer le ballon. Sauf qu'en fait, il se fait prendre de vitesse par un ailier à Montpellierin et ça occasionne des véritables actions vraiment dangereuses contre l'OL. D'accord. Euh, côté Gusto, j'ai pas forcément les mêmes images, Taken peut-être, que t'en as, toi. Alors pour Gusto défensivement, non, il n'y en a pas eu des masses finalement. À part peut-être, là où j'ai peut-être quelque chose à lui reprocher, c'est sur la barre transversale de Mollet en première période, là, où on a justement Mollet qui est complètement esselé
Et ce qui est un petit peu dommage parce que tu te dis, mince, c'est quand même pas normal qu'il y ait aucun Lyonnais qui soit sorti sur lui pour justement le gêner et l'empêcher de tirer. Tu regardes sur le ralenti, t'as vraiment tous les Lyonnais. Donc t'as Boateng, t'as Gusto, bon, Lopez est dans ses buts, ça c'est normal, mais t'as tous les Lyonnais qui sont proches de leur ligne de but, et puis au point de pénalty ou entre le point de pénalty et la ligne de surface, t'as Mollet comme ça qui est tout seul, t'as l'impression que c'est un coup franc l'action. Tout le monde s'est fait enrhumer, et le joueur montpelliérain a un boulevard devant lui pour marquer. Honnêtement, il marque pas, c'est un scandale parce que vraiment le but était ouvert, Lopez était complètement battu d'ailleurs. Tu te dis, mince, mais l'OL revient de très très loin sur cette action-là. De très, très D'ailleurs, loin. Pour tu parlais terminer, de juste la passivité. je termine le message de Bilal qui nous dit Je t'en c'est prie. confirmé par la différence de niveau entre nos latéraux et nos centraux. Et pour une fois, c'est l'avantage de nos latéraux. C'est vrai qu'on s'est beaucoup plaint du niveau de nos latéraux, surtout le dernier match où on a mis quasiment Enrique en flop. On a eu très souvent, je crois que c'est peut-être le joueur qui a été le plus en flop depuis le début de la saison, Léo Dubois. C'est vrai que pour une fois, c'est peut-être la charnière centrale qui a été un peu moins dominatrice, un peu moins dominante. Je te relaisse la parole, Tassour. Juste, je voulais préciser, tu parlais de la passivité lyonnaise dans la première mi-temps, surtout sur le tir de Mollet. Moi, je voulais préciser qu'à la fin du match, c'était tout l'inverse. Il y avait vraiment très peu d'espace pour Montpellier pour tirer. Et il y avait vraiment tous les joueurs lyonnais qui pressaient et qui vraiment empêchaient les Montpelliérains de pouvoir tirer de loin, en tout cas. Oui, qui serrait tous les boulons pour vraiment préserver le score Clairement. en l'état et ne On, pas on sent gaspiller on sent qu'ils ont un peu appris, quoi. Parce que les buts tirés de loin dans les 5 dernières minutes, on en a pris pas mal. Oui. Ah bah on se rappelle, hein, Oui, l'année oui. dernière, t'avais quoi? T'avais eu la frappe de Monconduit avec Lorient, genre le banger de l'année, typiquement. Tu deviens cinglé quand tu prends ça. Il y en avait eu d'autres aussi, là, comme ça me revient plus trop, mais... Frappe de Yilmaz contre Oui. Oh, absolument, oui. Frappe de Yilmaz, 36e journée de Ligue 1, tu te dis, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Le but est trop beau, tu vois. Bah, ne serait-ce que Et cette année, typiquement des frappes de loin, le but qu'on prend de Cardona en première journée, il vient d'une frappe de loin, entre de la surface aussi. Donc bon, tout à fait. c'est. De toute façon, c'était du peu que j'ai vu dans la retranscription du match sur Twitter. C'est vrai que Peter Bosz aurait beaucoup insisté sur le fait d'avoir un bloc très resserré en fin de match. Ça se comprend aussi. Salut à Anti-Stéphanois qui est dans le chat, qui nous dit salut à tous, salut à Très toi. beau pseudo. Le pseudo Il est est. pas partisan, ce pseudo. Le pseudo est validé et c'est vrai que non, il est bien équilibré, je trouve, il n'y a pas de problème. Enfin, je vois pas. Je pense qu'il n'y a pas du tout de On personnes devine. malvenues ici. Est-ce que tu serais pas supporter, je sais pas, supporter de peut-être de Nice? Je sais pas, j'arrive pas trop à décider comme ça. Évidemment, Est-ce c'est que de l'humour. Hein. Évidemment, bien sûr, évidemment. Est-ce que vous voulez pas qu'on commence est-ce que vous avez autre chose à dire déjà sur le match avant de passer à la notation plus précise de joueurs en eux-mêmes? J'ai Si on repéré voit... un truc, moi, Vas-y. duquel je voulais vous parler pour obtenir un peu votre avis. C'est un Noël en phase donc sans ballon qui défendait en 4-4-2 avec Oussama Aouar et Slimani qui restaient dans l'axe. Et sur la ligne de 4, juste derrière, on avait évidemment le double pivot avec Guimaraes Kakré qui était à leur position. Et on avait Toko Ekambi Paqueta qui bloquaient les ailes. Oui. C'est un peu ce qu'on n'avait pas vu contre comment ça s'appelle? Contre Rennes, du coup. Oui. Le Marseille, bon, on a eu 3 minutes et puis au revoir. Rennes, Là, on a eu c'était une structure, on va dire, en phase sans ballon qui était un peu plus marquée, j'ai trouvé un peu plus visible, qui était moins qui était moins tiraillée par les mouvements incessants des Rennais, par exemple, de il y a 3 semaines. Ça a peut-être aussi apporté un peu de stabilité au milieu, et c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est que l'OL s'en sortait un peu mieux au milieu, arrivait mieux à coordonner son pressing et à récupérer le ballon un petit peu avant sa surface de réparation, et n'était pas en panique totale et en pagaille lorsqu'il fallait récupérer, et au point que les joueurs devaient reculer jusqu'à leur surface avant de toucher le ballon. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. même si j'ai pas vu le match, c'est quelque chose qui paraît assez logique. Contre Rennes, on était dans un système qui était censé être un 4-3-3 à la base avec Mendes au milieu, qui avait un peu surpris tout le monde d'ailleurs.
Et c'est vrai que oui, ce système en 4-2-3-1, depuis le début de la saison, quand on joue en 4-2-3-1, on a souvent ce système en 4-4-2. Phase défensive, c'est quelque chose que Peter Bosz faisait beaucoup, même à Leverkusen, lorsqu'il était entraîneur de Leverkusen, avec deux attaquants de pointe qui viennent cadrer la relance en empêchant les centraux de relancer trop au pied, et avec cette volonté de coincer, entre guillemets, l'adversaire, avec un milieu latéral qui va prendre en vis-à-vis un milieu latéral qui va prendre le latéral, et du coup, ça te permet d'avoir une structure un peu plus saine et un peu plus rationnelle dans la position sur les terrains, dans les positions sur le terrain. Mais c'est vrai que autre chose qu'on peut dire qui a probablement eu son effet, c'est que quand on regarde la composition de Montpellier, il y a un joueur qui était absent et qui a dû beaucoup manquer au système d'Olivier Dalloglio, c'est la présence d'un TJ Savanier qui était positionné habituellement au numéro 10 et qui là n'était pas là et qui s'est probablement, je sais pas, j'ai pas vu le match, hein, je le redis, mais qui a forcément dû se faire sentir parce que pour avoir regardé plusieurs fois Montpellier ces derniers matchs, même si c'était pas contre Lyon, on connaît toute l'importance de TJ Savani dans le système Montpellier. Absolument, ouais. C'est le métronome Ouais. un peu Savanier. Donc évidemment, on a tous été un peu, je pense, on a eu un petit ouf de soulagement en sachant qu'il serait pas là, d'autant plus que si on se rappelle un petit peu les précédents matchs OL Montpellier qu'il y a eu l'année dernière, c'était souvent Savanier qui était un petit peu l'artificier de cette formation Ouais, entre lui héroltaise et qui était celui un petit peu qui mettait des Laborde. cailloux dans les chaussures des Lyonnais, hein. On se rappelle l'année dernière, t'as eu 2 défaites coup sur coup contre Montpellier. Enfin, c'est vraiment dramatique quoi, ce qui s'était passé. Est-ce qu'on passerait pas à la notation de certains joueurs? Déjà, je sais pas vous, hein, mais même sans avoir vu le match, je pense qu'on pourra mettre Anthony Lopez en top. Est-ce que vous voulez pas le noter, messieurs? Si, c'est ce C'est que j'allais parti. d'ailleurs suggérer parce que je crois que c'est le joueur sur ce match qui va faire consensus parmi un peu tous les observateurs, hein. C'est Mm. là où tous les joueurs ont globalement été bons finalement, surtout en première mi-temps. T'as un joueur sur l'entièreté du match qui va ressortir vraiment positivement, c'est ce bon vieux Anthony Lopez, hein, qu'on a tellement loué et critiqué à la fois au cours de nos précédents streams. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, si on peut se faire une petite référence avec Oh, les Anthony Lopez. références monumentales. C'est soit on va l'adorer, comme ce soir, soit on va le détester, comme contre Saint-Etienne par exemple, ou comme la saison dernière, il y a eu plusieurs matchs comme ça où tu sortais du match et tu disais bon, Anthony Lopez c'était très gentil, mais faut repartir là, il y en a marre. Et ce soir, c'est un peu l'antithèse de ce sentiment en fait. C'est tu te dis mince, mais en fait, sans Lopez, le match termine et Montpellier gagne 2-1 et absolument personne n'est surpris finalement. Et heureusement qu'il est là, hein, cette saison. On a beaucoup de points qu'on récupère grâce à Anthony Lopez. Il est juste dans ce début de saison, et je le trouve vraiment très très bon, bien mieux que ces dernières années. Il est très bon dans ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire faire des arrêts réflexes prodigieux, Dont lui seul a mais le il est secret. dont lui seul a le secret, hein, il sait vraiment sauter vraiment, vraiment très haut pour sa taille. Bref, et surtout, sur un aspect du jeu de gardien où il a énormément progressé, et encore ce soir, on a pu le voir, c'est au niveau de son jeu au pied, avec un jeu au pied qui est moins dans le dégagement et direct la perte de ballon, mais vraiment dans le côté orienté de jeu et du jeu à terre d'ailleurs, Oui. alors que c'est pas forcément quelque chose qu'il avait pu faire les derniers matchs. C'est vraiment, il récupère le ballon par exemple d'un Gusto et en une touche, même pas de contrôle, rien, il oriente sur Emerson sur le côté gauche et ça change beaucoup de choses. Ça permet à l'OL de bien se relancer, d'ouvrir les couloirs et puis après d'aller toucher un Toko Ekambi ou même un Paqueta qui peut redescendre plus sur le bas du terrain. Donc très important dans cette victoire ce soir. Mais Il y j'ai le a... sentiment qu'il y a un effet coup double un petit peu, c'est-à-dire que certes, Lopez a sûrement progressé intrinsèquement dans son jeu au pied, Oui. mais j'ai le sentiment aussi que l'effet conjugué cette bonification de son jeu au pied qu'on a remarqué, c'est aussi la ligne défensive qui est devant lui, qui s'est améliorée en termes de qualité, et je pense notamment en termes de la réception du ballon. C'est-à-dire qu'on passe par exemple d'une ligne défensive l'année dernière où celle qu'on a eue le plus souvent, c'était avec Maxwell Cornet, Denayer, Marcelo et Léo Dubois. Le Et c'est glow-up. simple, là tu enlèves 3 joueurs, par exemple,
quand on a la ligne défensive de ce soir, tu enlèves 3 joueurs qui, lorsqu'il faut avoir le ballon dans les pieds, sont pas forcément hyper à l'aise. On se rappelle de Marcelo l'année dernière qui était très bon sur tout ce qui était jeu long. Autant, lorsqu'il fallait contrôler le ballon et jouer dans les petits espaces à la relance, c'était pas forcément son point fort. Léo Dubois, C'est toujours jeu son dans point les faible. périmètres et la technique avec ballon, c'est pas forcément son truc non plus, même s'il n'est pas forcément honteux, mais on va dire que Gusto s'en sort beaucoup mieux en termes de technique. Ouais. Et puis lorsqu'on regarde côté gauche, Emerson a un meilleur contrôle de balle, une meilleure technique que Maxwell Cornet pouvait avoir. Et je pense aussi que ça renforce Lopez dans sa conviction de relancer au sol et de ne pas balancer un parpaing. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus confiance, je pense, dans la ligne défensive qui est devant lui pour bonifier les ballons qu'elle va récupérer pour ensuite trouver le deuxième rideau avec Guimarães, Cacré, qui vont ensuite pouvoir écarter le jeu sur les ailes ou alors trouver les offensifs dans l'axe. Il y a Je pense Anti-Stéphanois que- qui nous dit dans le chat, il y a des notes bizarres, vous inquiétez pas, les notes que vous avez là à l'écran, c'est les notes de FootMob. On va faire nos propres notes et dès demain d'ailleurs, vous pouvez retrouver le débrief de ce live sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne, oui, vous pouvez retrouver la rediffusion du live, mais vous pouvez trouver également le débrief en version écrite sur Twitter, sur Twitter, Instagram et et Facebook. Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Je dis également ça parce Tout est qu'on dans a la description. Texmex690 qui nous dit sans un gros gardien comme Lopez cette saison, on serait 13e, ce qui est un très mauvais indicateur pour Totalement. l'équipe. C'est vrai. Texmex d'ailleurs Totalement. qui a avec ce message, et le premier message dans le chat pour lui, donc qui découvre peut-être la chaîne ou qui peut-être n'avait jamais pris la Bienvenue. parole. Bienvenue, Bienvenue. installe-toi. Bienvenue. On est ravis de t'accueillir, on est ravis de pouvoir discuter avec vous. La note pour Anthony Lopez elle est disponible sur YouTube. Je vais être totalement transparent, je sais pas comment on fait les sondages sur Twitch. Voilà. Donc c'est un peu la loose. Alors, je vais. Alors, on peut faire un petit tuto comme ça en rapide. Non, Allez. mais Tekken, tu sais le faire, donc autant que. Allez. C'est Je parti. vais vous le faire, ça. On improvise en direct, c'est ça, football également, c'est fait maison. On va pouvoir continuer de parler. Oui, c'est vrai que sur Anthony Lopez, j'avais envie, tu viens de dire, Taken, que c'était une défense à 4 qui maniait un peu mieux le ballon, qui avait un peu plus d'aisance dans le jeu au pied. J'ai envie de prendre un peu le contre-pied, de un petit peu me faire l'avocat du diable, c'est pas l'avocat du diable, mais un petit peu Mec, avec ta coupe de cheveux, il y a déjà les cornes, c'est incroyable. non, mais Ouais, c'est essayer grave. d'être un peu plus pessimiste ou un petit peu plus exigeant sur l'Olympique Lyonnais. Est-ce que les bonnes performances d'Anthony Lopez, elles sont pas également là parce qu'on le voit beaucoup plus exposé à cause d'une d'une ligne défensive lyonnaise beaucoup plus frileuse cette année? Enfin, frileuse, non, pas frileuse. Friable. Friable, peut-être. merci. C'est vrai que défensivement, l'OL a l'impression encore de se chercher. Je redis, je n'ai pas vu le match. Mais ça fait plusieurs fois que l'OL nous sauve les fesses, que Lopez nous sauve les fesses. Si jamais Lopez nous sauve les fesses, ça veut également dire que la défense n'a pas été capable de le faire précédemment. Et ça, par contre, ça peut être un peu plus compliqué. Je sais pas, toi, de ta source, comment tu vois ça? Moi, je vois ça en mode. Faut voir une progression, une courbe de progression. Et Lopez, forcément, si on le voit dans un match, autre que son jeu au pied, bien sûr, c'est parce qu'on a encaissé des tirs. Et c'est sûr que depuis le début de la saison, on en encaisse beaucoup, que ce soit des tirs, mais aussi des buts, hein. On est une des pires défenses du championnat pour une équipe qui vise la Coupe d'Europe et même une victoire finale en Europa League. C'est vraiment pas bon, très clairement. Néanmoins, je vois une courbe de progression sur le fait que ça fait, enfin, c'est pas il y a 6 mois où on avait une défense solide, c'est pas non plus il y a 1 an, ni il y a 2 ans. Et petit à petit, on voit C'est plus toujours pas un la panacée, contrôle. mais il y a un contrôle Il y a qui une augmente. progression. Ouais, ok, Il y a je une vois. progression. On a l'habitude à football de regarder vraiment la majorité, hein, un bon 95% des matchs de l'OL depuis pas mal d'années. Et on voit cette progression depuis l'arrivée de Boss notamment. On parlait de la relance tout à l'heure. Et c'est vraiment, je pense, le domaine dans notre football où on a progressé le plus. On se rappelle de l'époque Silvinho ou début Rudy Garcia. Du U, du fameux U, on en a tant parlé pendant nos streams il y a quasi 1 an. Le U lyonnais où on n'arrivait pas à s'en sortir. On n'avait pas ce milieu défensif à la Guimarães maintenant qui le fait très très bien.
qui venaient récupérer les ballons et on s'enfermait. On s'enfermait, on ne savait pas du tout relancer. Et maintenant, on y arrive. Et on n'arrive pas juste par un seul moyen, en relançant par l'axe. Non. On y arrive en allant chercher un Slimani avec un dégagement, puis ensuite une remise sur Paqueta, par exemple. On arrive sur les latéraux en faisant des différences individuelles parce qu'on a des vrais latéraux qui savent percuter. Et on arrive aussi par l'axe avec un milieu de terrain qui est très technique, très bon dans les passes et dans la précision des passes, hein. Aujourd'hui, on était à, euh, enfin c'est la stat que j'ai vue pendant le match, mais on était à plus de 85 euh, % de précision de passe pour une équipe qui en fait énormément et surtout aux abords de la surface. C'est un score assez élevé Oui. et c'est vraiment là-dessus qu'on progresse et qui permet de, même si voir Lopez sauter et faire des arrêts incroyables, c'est toujours bon pour le spectacle, qui permet de moins voir Lopez. Et oui, totalement. Et c'est vrai que il y a des messages dans le chat qui défilent qui sont hyper intéressants. Il y a Bilal qui nous redit, je viens de récupérer une stat plutôt effrayante sur FBref. Lopez est le deuxième gardien à avoir encaissé le plus de frappes cadrées en Ligue 1 derrière Costil. C'est une stat qui avait beaucoup tourné, c'était l'équipe qui l'avait sorti. Je crois que l'OL est dans le top 3 des équipes des 5 championnats majeurs à avoir le plus subi de frappes cadrées. C'est-à-dire que même des équipes qui sont 18 ou 19e en Serie A ou en Bundesliga encaissent moins de frappes cadrées que l'OL, ce qui est assez Alors, effrayant. Est-ce que tu peux nous en dire... est- Oui, étant amateur de statistiques, corrige-moi il si faut, j'ai une bêtise. il faut faire attention à cette statistique qui n'est pas forcément représentative Évidemment. de la performance d'un gardien en tant que tel, puisque Ah oui, il y a une statistique un petit peu plus avancée, on va dire, qui permet de corréler cette performance d'arrêt par rapport aux qualités de frappe et du coup au fait que le tir ait pu être difficile ou non à arrêter. oui, Et bah là-dessus, notamment, Lopez est très très bon, malgré qu'il ait pu encaisser beaucoup de ballons. À l'inverse, par exemple, un Edouard Mendy, du côté de Chelsea, ouais, encaisse pas beaucoup de buts, mais oui, parce que son équipe fait vraiment le boulot défensivement, mais il encaisse des buts faciles. Et oui. donc, là-dessus, on peut dire que Mendy est moins performant en tant que joueur et non pas qu'équipe. Oui, après, je me corrige si jamais ça a été mal dit. C'est certain que le nombre de tirs cadrés que subit Lopez n'est pas du cas de Lopez. On est tous d'accord là-dessus, c'est pas lui Bien sûr. voilà. Pour revenir sur le chat défile beaucoup. Merci à tous ceux qui participent. Ça parle également de Jason Denayer. Certains disent, je crois que c'est MKC qui dit Denayer fait reculer toute la ligne défensive à lui tout seul quasiment, à faire du recul sans frein. Est-ce que vous l'avez encore vu ce soir, messieurs, et est-ce qu'on note Denayer au besoin? Vas-y, hein, on peut y aller, hein. On Comme, Allez. comme peut vous noter voulez. Denayer, oui. Allez. La note de Lopez, d'ailleurs, a été de combien? La note 7,5. 7,5 sur 7,5 sur Twitch. tous Totalement bien sur noté. toutes les supports de diffusion. Alors, on était à égalité entre le 7,5 et le 8, mais c'est vrai que le 7,5 Et sur YouTube, il y sur avait Twitch 3 et, aussi. 3 et 1, donc Parfait. le, Donc, le 7,5 l'emporte. on va pouvoir noter 7,5 pour Anto Lopez. Parlons de Jason Denayer, messieurs. Est-ce que vous avez, je vais donner la parole à Tekken, Tassour a pas mal parlé tout à l'heure. Est-ce que on a encore vu, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on commence malheureusement à s'habituer, ce recul sans frein de Jason Denayer? On l'a vu un petit peu, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça Flagrant? flagrant Ouais, ou dramatique pour Denayer. C'est vrai qu'on aimerait qu'il soit beaucoup plus dominant défensivement, mais là, ce soir, je l'ai trouvé ok. Genre, d'accord. à part le petit moment en première période où tu as Mavididi sur le côté droit qui l'a complètement embarqué et déposé finalement pour ensuite faire un centre vers Mollet pour cette fameuse transversale. J'ai pas vu trop de fois Denayer en difficulté, donc ça va, honnêtement ça va. C'est pas dramatique pour lui. C'est un match ok, j'ai trouvé. Il y a Tex-Mex dans le chat qui nous dit rappelez-vous, Rennes, c'est une véritable raclée. Ou encore cette deuxième mi-temps montre que Boss ne sait pas s'adapter à l'équipe qu'il a. C'est un dogmatique. Je n'irai pas jusque-là. On parlera peut-être de la responsabilité de chacun. En tout cas, voilà. Pour le moment, on parle de ce match. On revient un petit peu sur MHSCOL. Tassour, ton avis sur le match de Denayer, est-ce que, selon toi, ça a été le boulet de la défense lyonnaise ce soir? J'y vais peut-être un peu fort, mais.
Alors Boulet, non, pas, pas avec ce mot-là. On va surtout dire que, contrairement aux années précédentes, c'est plus lui le leader de la ligne défensive. À côté de Boateng, clairement, ou même un Diomandé qui, derrière, toque à la porte pour rentrer en tant que titulaire. Euh, Ah, il il fait un défonce petit même la peu... porte, Diomandé par moment. Ouais, très clairement. Ou même Loukeba, hein, qui a pu jouer, Oui, l'autre jour. Denayer, certes, il est là depuis longtemps. C'est le joueur, on va dire. Il fait pas de boulettes. En tout cas, il en fait beaucoup moins que ses précédents oui. collègues en défense centrale, on va dire. Mais c'est pas le meilleur défenseur central. En fait, il est dans l'équipe aujourd'hui parce que sur ces dernières années, c'est celui qui a été le plus régulier. Disons qu'il Alors, a été ça l'un ne veut des pas lead- dire que c'était le il... meilleur, mais Ouais, le plus régulier. il a été l'un des leaders d'une défense. Et encore, c'était plutôt Marcelo leader, mais il a été toujours le défenseur le plus fiable de la défense. Maintenant, il faut se dire que quand il arrive, la défense de l'Olympique Lyonnais, c'est du Jérémy Morel, c'est du Maxwell Cornet latéral gauche, Toujours c'est cette ligne de du progression. Fernando Marsal. Donc aujourd'hui, évidemment que la défense centrale et la défense en général, parce que le niveau des latéraux aujourd'hui n'est pas celui qu'on avait ces dernières années, il progresse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Jason Denayer apparaît un petit peu comme plus en difficulté parce que le niveau global qui est autour de lui augmente aussi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, sachant d'ailleurs qu'il est en fin de contrat cet été, qu'on n'a toujours pas de nouvelles, enfin il a pris la parole en conférence de presse, mais il a dit que lui, il reste sur sa même ligne, qu'il est d'accord pour rester, qu'il même veut rester, mais pour le moment en tout cas il y a pas de prolongation. Les négociations sont lancées depuis quasiment 6 mois, enfin j'ai envie de dire, je sais pas à quoi m'attendre avec lui, et je serais même pas surpris qu'au final il ne prolonge jamais et qu'il continue de dire jusqu'au dernier jour de son contrat, moi je suis chaud pour rester à Lyon, mais qu'il s'en aille au final. Donc c'est vraiment Mhm. assez dommage. Euh, Juste pour conclure sur l'aspect peut-être leader de Denayer, je pense qu'il faut scinder la question en deux, avec d'un côté le leadership et de l'autre le côté plus technique donc sur le terrain. Sur le plan du leadership, à l'époque oui, de Marcelo et Denayer, c'était largement Marcelo qui avait ce côté un peu leader, celui qui haranguait ses coéquipiers, celui qui avait même endossé par moment le brassard de capitaine. Là où Denayer, lui, est plutôt un joueur qui est taiseux, qui est besogneux aussi dans son apport sur le terrain, et qui fait plus remarquer, on va dire, sur l'aspect technique que sur l'aspect vocal et en tant que meneur d'homme. Donc, je pense qu'il faut aussi nuancer ce qualificatif de leader pour lui. C'est pas un leader d'homme, c'est pas un capitaine. On l'a vu les rares fois où sous Silvino et sous Garcia, je crois qu'il a été capitaine quelques fois, tout le monde s'accordait à dire que bon, Denayer capitaine, ça transcende pas les foules et on se dit pas, ouais, c'est la trouvaille du siècle. Par contre, sur le plan technique, notamment l'année dernière, Denayer est réussi une saison complètement honorable. Sa saison 19-20 aussi avait été bonne. C'est un joueur qui est quand même assez régulier, mais il faut se dire régulier dans quoi? Parce que régulier, ouais, ça veut dire produit souvent la même qualité de performance. Quand on parle de qualité, Jason Denayer, ce qui est à relativiser avec lui, c'est que c'est un joueur qui a une qualité assez moyenne, finalement. Donc certes, on aura souvent des matchs de cette qualité moyenne, mais on aura rarement beaucoup plus. c'est ça. Typiquement, lors de cette saison 2021-2022, sur les tout premiers matchs de la saison, Denayer était vraiment très bon et avait complètement détonné par rapport à ses performances passées. Sauf qu'on a bien vu que ça a été le lot de 2, 3, peut-être 4 matchs à tout casser, On était et sur qu'on de est la, rapidement on revenu était avec lui sur de la, sur des... on était sur de la surperformance à ce niveau-là. voilà, et on est rapidement revenu à son niveau de croisière finalement. Donc c'est pas dramatique, c'est pas une injure que de dire ça pour lui, mais c'est un joueur 6,5 sur 10. C'est un joueur C'est le théorème fiable. avec lui. C'est un joueur fiable qui n'ira jamais chercher des immenses notes ou par certains moments sur 2 ou 3 matchs d'affilée. Voilà, absolument. Et oui, et c'est vrai que la question de la charnière centrale va mériter d'être posée et de sa légitimité au poste de défenseur central. Là, il l'a jusqu'au minimum la fin de l'année, sachant que Sinali Diomandé est out. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Tekken, Sinali Diomandé, il fait plus que de toquer à la porte, il l'enfonce. Et oui, et du coup, au final, Jason Denayer, on est sur une note de 5, 5,5, 6,5 à égalité sur Twitch. Pour ce qui est de YouTube, on est entre 5 et 6. Donc,
on est plutôt sur des notes assez clairsemées. Je sais pas du Tout à tout. fait. T'assoures quelle Bah, note tu mettrais à Denayer puisqu'on doit trancher à la main? je je vais te prendre une expression que tu utilises souvent. C'est le typical serrage de main, bien joué, à la prochaine, tu vois. C'est en mode, t'as pas encaissé de but, très bien, mais sans plus, quoi. Donc, Ouais, moi, donc 6. je partirais sur un 6. En fait, c'est surtout à voir avec les notations des autres joueurs et essayer d'équilibrer un petit peu le grosso modo. Mais on va dire que ça va être à ces alentours dans le débrief de demain. Et toi, Taken, ta note? Oui, moi j'aurais été comme ça aussi, sur un 5,5 ou Sur 6. un Le, 5,5, le, 6? le, le 6 n'est pas honteux. Ok, ok, ça va faire quasiment 50 minutes qu'on est en live. Est-ce que vous voulez noter un autre joueur à la volée comme ça? N'hésitez pas à nous proposer des joueurs dans le chat aussi, des joueurs que vous aimeriez qu'on discute, qu'on puisse noter. N'hésitez pas. Ça parle On va laisser. d'Awar. Anti-Stéphano qui nous dit Awar. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Oussama Awar, messieurs? Je vous lance la patate chaude. Alors, moi j'ai bien aimé Awar en première mi-temps, je l'ai pas beaucoup vu. Je sais pas, toi Tassour, si tu partages cet avis-là, mais j'avais souvent l'impression qu'on voyait beaucoup plus Slimani, Paqueta ou même Toko, les deux premiers d'ailleurs, Slimani et Paqueta, qui ont beaucoup raté, j'ai trouvé en première mi-temps, donc on les voyait beaucoup. Autant Awar, lui, était un petit peu au centre, voilà, dans cette position de numéro 10 qu'il affectionne, mais du coup était un petit peu isolé de ses partenaires qui devaient passer autour et comme c'est plutôt Slimani qui décrochait pour vraiment aller trouver Guimarães et Cacré comme première solution de passe, Aouar était un petit peu esselé, j'ai trouvé en première mi-temps, et du coup, ça relativise un petit peu son apport, j'ai trouvé offensif, même si après, euh, à peu près vers le début de la seconde mi-temps, on l'a vu un peu plus, j'ai trouvé être une solution de relais, notamment quand les Montpelliérains étaient vraiment haut dans la moitié de terrain lyonnaise, et que lorsque les Lyonnais jouaient en contre, le premier joueur sur lequel ils pouvaient s'appuyer, c'était souvent Oussama Aouar, qui du coup restait un petit peu devant ses partenaires, un peu comme une sorte de point d'appui pour ensuite orienter le jeu, soit vers Toko, soit vers Paqueta, qui partaient voilà, comme des flèches sur leur côté respectif. Exactement. Moi, je vais repartir de ce que tu dis là. Il est un point d'appui et je pense pas que Oussem Aouar, dans ce dispositif tactique, avec vraiment trois joueurs offensifs que sont Toko Ekambi, Slimani et Paqueta, il n'a pas forcément ce rôle qu'il a pu avoir ces dernières années, voire même un petit peu avant, de leader offensif qui doit absolument marquer un but. Et il va plus être dans son rôle de distributeur, son rôle de milieu de terrain en fait. On a eu tendance à l'oublier ces derniers temps, Son rôle de mais meneur de jeu. c'est avant tout un meneur de jeu et un distributeur de ballons, de passes décisives. Et avec un Paqueta qui rentre beaucoup dans l'axe, je trouve que Aouar, il est bon dans là où il a les compétences, on va dire. Le jeu rapide, un peu à formation à la lyonnaise, tu vois, le jeu en une touche de balle rapide, faire des mouvements très propres. Le beau jeu, hein. le, le beau jeu, Bah, en comme on parlant, l'appelle. en parlant de ça, il y a MKC qui dit sa capacité à se retourner est Ouais, inestimable dans le ah, jeu. mais tu l'as pas vu, Meltz, mais il y a un moment, il récupère, en gros, il reçoit la balle vraiment à l'entrée de la surface de réparation, vraiment dans l'axe, et il te fait un contrôle en se retournant. Il met dans le vent trois défenseurs montpelliérains. Allez, contrôle orienté, Malheureusement, c'est. genre, il est magnifique, vraiment. Genre, c'est le typical contrôle de futsal qui met tout le monde dans le vent. Malheureusement, ça arrive pas à être décisif à la fin, mais le geste est vraiment du avoir tout craché et il arrive de plus en plus à le faire. Et je trouve, même si Slimani arrive dans ce 11 parce qu'il y a des blessures notamment Dembélé, Kadewere, je le compte pas forcément dans une des concurrences, mais Slimani arrive lui aussi à s'intégrer et tous les quatre joueurs offensifs sont de plus en plus complémentaires dans leur jeu et ça se voit en fait. Ça se voit, ils arrivent à se trouver alors qu'ils se regardent même pas. Ouais. Et là, on jouait Montpellier. Montpellier qui a quand même une réputation d'être une équipe assez défensive, d'un point de vue historique, hein, je veux dire. Euh, on arrive à leur caler un but, on a des occasions, on arrive à passer des joueurs
via des vraies différences. Après, on n'est pas efficace, bref, c'est un match de foot. Mais, c'est de mieux en mieux offensivement. Maintenant, c'est vraiment dans la paire de balles où il faut faire attention. On a de plus en plus de pressing, hein. Pareil, tu l'as pas vu, Melt, mais pendant... Alors, moi, je l'ai beaucoup vu en première mi-temps, mais il y avait un Oui. vrai pressing coordonné. Et tu avais un Souquet qui était, genre, il a mis bien 3-4 balles en touche parce qu'il était juste Oppressé, quoi. entouré, oppressé de 3-4 Lyonnais et il n'arrivait pas à trouver de solution. Et c'est des balles facilement récupérées et qui font vraiment du bien. Pareil, le but de Ryan Cherki pendant jeudi, ce jeudi, Contre où Brøndby. le premier contre Brøndby, où il récupère la balle parce qu'il est au pressing, c'est un but qu'on a uniquement grâce à du pressing coordonné. Et c'est quelque chose qui apporte parce que les offensifs lyonnais travaillent ensemble et petit à petit arrivent à mieux jouer Ouais. ensemble. Audi Del Rosario qui nous dit bonsoir l'équipe, bonsoir à toi, bonsoir à tous Salut. dans le chat. N'hésitez pas Salut. à liker et partager le live. Il y a MKC qui nous dit également sur Twitch je demande à revoir la liaison Aouar Dembélé. Tekken, ton avis sur le match d'Oussem Aouar? Aouar, ça a été pas mal pour lui. Pas mal, il y a eu des à-coups, on va dire. D'accord. Dans le sens où à certains moments, tu le voyais un peu être esselé de par sa position naturelle, là où tu avais des joueurs comme Guimarães et Kiakre qui avaient cette charge d'organiser un peu le jeu, étaient plus attirés par les ailes et par les solutions que pouvaient proposer Toko Ekambi et Paqueta. Ouais. Mais lorsqu'il y avait des phases un peu de contre et où Oussem Aouar avait de l'espace et était souvent trouvé, tu voyais là en fait toute sa capacité à organiser le jeu et à pouvoir se retourner pour ensuite distribuer et lancer les offensifs en profondeur ou ce genre de choses pour justement être menaçant. Donc c'est un match qui est bien, je trouve, de sa part. C'est positif de le revoir comme ça, bien joué et tout, parce que c'est une sorte de continuité, je trouve, qui développe surtout sur cette saison 21-22 en fait. On a une sorte de régularité qui commence à arriver avec lui. Et si je me rappelle bien, l'année dernière, c'est un peu ce qu'on lui reprochait à Oussem Aouar. C'était d'être un peu en dilettante dans ses performances. Là, on a une vraie régularité et c'est vraiment bénéfique pour le collectif, je trouve. La Et note. Audi Del Rosario sur YouTube Ouais. qui nous dit que Aouar, il est horrible dans son jeu de stéréotype, qu'il avance à petits pas, donc il ralentit le jeu. En fait, c'est un peu son poste qui veut ça. Il n'est pas comme un Paqueta ou un Toko Ekambi sur les côtés à prendre la vitesse. Et la pointe de vitesse d'Aouar, on va dire, il n'est pas connu pour ça, quoi. Il est même lent, on peut le dire. Il est même lent. Et puis même au niveau des tirs, il sait placer des ballons, mais il ne sait pas frapper en pleine puissance. Bref. En fait, je pense que la zone de progression de Oussem Aouar est vraiment sur le jeu de transition, à prendre rapidement les bonnes décisions sur qui il doit alimenter en ballon. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Audi, il prend vraiment trop de temps pour prendre des décisions. Et s'il arrive en une demi-seconde à dire ok, Toko Ekambi est super bien placé, je la mets à telle position, à tel angle, ça va être juste insane. Ça va Ouais. énormément apporter. La note de d'Oussem Aouar sur Twitch, c'est du 6, si je dis pas de bêtises. La note sur Et sur YouTube, Cube. c'est entre 5 et 6. Oh, il y a Audi qui doit le Rosario qui vient de donner 5 € sur Le YouTube. boss. J'adore merci votre beaucoup. émission, vous êtes trop cool. Dès que je peux, je reviens vous voir en direct. Et ben, ça fait une Merci, transition parfaite parce qu'on va commencer petit à petit à arriver vers la fin de ce live. Bien évidemment, on ferme pas le live dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas. On va parler des perspectives d'avenir. On va déjà faire le petit point sur cette victoire, ce qu'elle apporte. J'ai vu également dans le chat Twitch que ça demandait à noter Malo Gusto. On fera la note de Malo Gusto, vous l'aurez dès demain sur Twitter, Et on sur a oublié les YouTube. top flops aussi. Oui, c'est vrai.
Alors, On on va oublie les même faire. les top flops. On va faire juste les top flops, mais voilà, je rappelle, sur YouTube, vous aurez la rediffusion de ce live, vous aurez les notes et le débrief complet sur Twitter, sur YouTube, je veux le dire sur YouTube, hein, alors que non, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup Tout de est dans ton soutien, la Audi. description, hein. Tout est dans la description de toute N'hésitez façon. pas à les follow. Taken, un comme top, un ça. flop ce soir. Alors, top, indéniablement Anthony Lopez. Ok. Et un flop? Flop, pas de flop. Ok. Pas de flop, hormis peut-être Dembélé qui a fait une entrée bof. Voilà, je l'ai trouvé un peu à côté de la plaque, mais bon, c'est une entrée, donc c'est On c'est va un peu commencer à pardonné. croire que t'en Voilà. as contre lui après le match de jeudi. Non, 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 vraiment pas. En plus, j'aime beaucoup Dembélé, mais c'est parce que je l'aime bien justement que je me dis bon, Dembélé, t'es T'aimes mieux gentil, ça, mais ouais. faut un peu se serrer la ceinture là, monsieur. Là, on Après, il sait est que en t'as été reprise blessé et aussi. tout, mais on en veut Mm. plus. Tassour, ton top, ton flop. Alors, mon top, j'en ai pas forcément d'autres. D'accord. Voilà. En flop, c'est pas une personne en particulier, c'est plus le nombre de cartons jaunes qu'on a récoltés, On en a pas qui est parlé, oui. vraiment énorme. On en a eu 4, si je me trompe pas, ce On a un soir. carton jaune pour Slimani, pour Cacré, pour Boateng et pour Emerson. Voilà. Alors qu'en face, il y a eu uniquement Jordan Ferry, tiens, un Tiens, ancien. hein, qui était capitaine d'ailleurs ce soir. La team Castagne, hein, on le rappelle. Mais voilà, c'est beaucoup trop, sachant que, par exemple, si Lopez prenait un jaune, il allait être Suspendu, ouais. Suspendu, ouais. Il a un match suspendu. de sursis après le rouge pris contre Saint-Etienne. Mm. Surtout Absolument, ouais. que c'est des cartons jaunes totalement évitables et c'est pas du tout quelque chose qui apporte dans le jeu. Donc voilà, petit truc comme ça à faire remonter, Bah, sinon surtout pas de celui de flop. Slimani, j'ai trouvé, Ok. était vraiment évitable. Ah ouais, totalement. Sa main est 100% volontaire, le ballon est en jeu, c'est vraiment c'est de la faute vraiment idiote, quoi. Comme on dit Autant en Boateng Angleterre, et il Emerson, voulait. c'est plutôt pour Boateng et pour Emerson, le carton jaune pris est plutôt un carton jaune de sacrifice, donc j'ai envie de dire bon, ça peut se comprendre, même si je trouve ça toujours un peu nul d'être obligé de faire une faute pour empêcher une offensive adverse. Et pour Cacré, c'est une espèce de maladresse, voilà, comme il a l'habitude un peu d'en faire des fois par ses excès d'engagement. Donc bon, Enfin bref, on n'a heureusement, pas il eu de y a carton aucune rouge. conséquence sur On n'a pas eu ces de carton cartons jaunes. rouge, c'est le principal. Oui. D'ailleurs, ça plus, fait ouais. un petit moment C'est qu'on n'a vrai pas que eu de rouge. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur et qu'on n'avait pas pris de carton rouge aussi, parce que la dernière victoire à l'extérieur, bah, est-ce qu'on a fait une victoire à l'extérieur sans prendre de rouge? Non. Parce que même la seule victoire qu'on a à l'extérieur, c'est Incroyable. Nantes et il y avait le rouge de Da Silva. Bon, Oui, Incroyable. avec sa fameuse double manchette, hein, vous ouais, commencez à le oui, connaître. Hein. Sacrée statistique. il a une bonne C'est ce qu'on appelle reconversion dans le volleyball. c'est ce que j'appelle dans mon jargon personnel le coude double. Oh là là, oh, c'est magnifique. On est déjà à plus d'une heure de live, on va tout doucement passer sur la suite, sur quelles sont les perspectives d'avenir pour l'Olympique lyonnais, l'OL qui, avec cette victoire, repasse à une 7e place de ce championnat de France Avec un match en de retard. attendant le match face à l'Olympique de Marseille. On ne sait même pas s'il aura lieu en vérité, on attendra le 8 décembre la décision de la commission de discipline. Mais je pense que au vu des événements qu'il y avait eu entre Nice et l'Olympique de Marseille, si on choisit de ne pas reprendre et de ne pas refaire ce match-là, il y a très fortement moyen pour que l'OL fasse appel et que ce match puisse avoir lieu. Donc on attend le 8 décembre la décision de la commission de discipline sur qu'est-ce qui se fera entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il arrive, l'OL revient donc à seulement 3 longueurs de Lens qui est 4e, à seulement 4 longueurs de Nice sur le podium. Avec ce match de retard, l'Olympique Lyonnais pourrait donc virtuellement, bien sûr, et ce sera à prendre avec des gros guillemets, revenir à 1 point du podium si le match face à Marseille est gagné. En tout cas, Marseille est actuellement en train de jouer face à l'Estac. Marseille est 5e, en cas de victoire, repasserait à la 4e place devant le RC Lens. Pour l'Olympique Lyonnais, le prochain événement, ce sera en milieu de semaine et ce sera pas de la Coupe d'Europe, non, c'est la deuxième ou troisième journée de Ligue, non, première journée de Ligue 1 en semaine. Si j'ai pas de bêtises, il n'y avait pas de journée de Ligue 1 en semaine jusqu'à maintenant et ce sera le premier face à Reims, à domicile, mais à huis clos, suite aux décisions qui avaient pris pour LOM de ce huis clos à titre conservatoire. L'Olympique lyonnais qui recevra Reims et l'Olympique lyonnais qui aura pour ambition d'aller clairement retrouver l'Europe en cas de faux pas devant. À noter que dans les rencontres importantes, il y a, si je dis pas de bêtises, PSG Nice cette semaine, donc en milieu de semaine, et il y a, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est
PSG Lens dimanche. Faut revérifier tout ça, mais il y a en tout cas pour la 36, la 16, 17, 18 et 19e journée, les 4 journées avant la trêve hivernale, des très très belles affiches. PSG Euh, Lens, ouais. PSG c'est Lens, sachant qu'en J19, l'Olympique Lyonnais qui affrontera Metz, ce sera le 22 décembre, jouera en même temps qu'un certain Nice-Lens, ou Lens-Nice, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais c'est pour dire que devant ça va se battre très très allègrement, et que l'Olympique Lyonnais peut encore espérer être dauphin du PSG à la trêve, et d'être deuxième au titre de champion d'automne. Mais surtout que l'OL est sorti un petit peu de sa zone de turbulence, on va dire, Oui. où on avait eu successivement Monaco, Nice, Lens, Rennes, Marseille qui du coup ne s'est pas fait mais se fera plus tard. C'était vraiment des chocs et l'OL finalement a bien négocié, on va dire, pour le moment, cette phase-là, avec 2 victoires sur les 5 matchs, dont un reste encore à jouer. Et là maintenant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe pour l'avenir, t'as des matchs vraiment abordables. Hein. Oui. Tu as Reims qui va avoir Mathieu Ziwa, son joueur vraiment clé au milieu de terrain, qui va être suspendu. Tu vas avoir un Bordeaux qui est vraiment pas du tout pertinent et qui est vraiment 17e à un point de la zone de relégation. Donc c'est vraiment pas une équipe qui est en forme. Ensuite, tu vas avoir Lille, je crois, qui est aussi pas forcément hyper bien lancé en Ligue 1. Donc voilà, c'est des matchs qui sont un peu moins comment dire, un peu moins relevés pour l'OL. Donc c'est aussi une opportunité pour engranger et faire un 9 sur 9, voire peut-être un 12 sur 12. C'est une belle pour les- dynamique. Voilà, et pour continuer, voilà, cette remontada un peu vers les places qualificatives en Ligue des Champions, parce que finalement, si on relativise un petit peu, l'OL n'est pas loin. Ah L'OL non, a eu clairement pas. 2-3 petits coups de mou qui ont fait que du coup, il y a eu une petite descente au classement. Oui. Mais c'est rien d'insurmontable et surtout, t'as une confrontation directe contre l'OM qui va te permettre, en cas de victoire, de leur passer devant pour justement agripper ces fameuses places qualificatives en Europe. Donc c'est vraiment pas du tout une situation qui est dramatique pour l'OL et j'ai envie de dire même, vaut mieux être poursuivant que poursuivi à ce stade de la Ligue 1. Il faudra vérifier cette stat, mais il me semble d'ailleurs, et ça c'est quelque chose de très positif, que c'est la première fois que l'OL obtient une victoire après avoir eu un match de Coupe d'Europe en semaine. Oui, tout à fait. Totalement. Tout à fait. D'ailleurs, Et on est qualifié en Coupe d'Europe, bien sûr. Et je crois d'ailleurs que on a eu que des matchs à l'extérieur quand on jouait en Europe, on avait eu que des matchs à l'extérieur ensuite. Tout Il à fait. n'y a pas une histoire comme ça. Tout à Bref. fait, tout à fait. On va clôturer tout doucement ce l'OL live. voyage. Oui, l'OL voyage et l'OL s'exporte assez mal et on espère que ça changera pour les L'OL, c'est prochaines familial. Hein. rencontres. C'est vraiment... L'OL, c'est la maison, hein, comme en C'est témoigne la maison, c'est recrutement de Caveglia. l'entre-soi, Alain Caveglia. On pense à toi, non, on pense pas à toi, mais ça rimait, donc je le disais quand même. Bref, on va clôturer tout doucement ce live. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Rendez-vous normalement mardi soir pour l'avant-match de Olympique Lyonnais, stade de Reims. Je vais dire stade rémois, mais c'est stade de Reims, avec un invité très spécial qui devrait être un membre de Reims Media Foot, si je ne dis pas de bêtises. À confirmer, vous aurez la confirmation sur tous nos réseaux, vous avez tout ça dans la description, bien sûr. Pour ce qui est des lives après-match, et ben mercredi soir, après la rencontre de l'Olympique Lyonnais, qui joue à 17h, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, ou c'est peut-être une autre journée en semaine qui se joue dans un horaire assez bizarre. Mais en tout cas, dans la soirée de mercredi, vous aurez le débrief de cet Olympique Lyonnais Stade de Reims, et on aura, si je dis pas de bêtises, 21h, juste hein. après... 21h. C'est 21h, ok. Je crois que c'est la journée du 22... juste avant Noël qui doit être à 17h. Bref, il y a un horaire C'est le 12 décembre où on joue c'est le contre 12 Lille, décembre. samedi à 13h. 13h. Ah, Tout le reste, c'est 21h. c'est pas bien 13h. J'aime pas 13h. Bref. En tout cas, vous serez informés de toute la suite de tous les autres lives. Il y aura en plus de ça, normalement je crois qu'on part sur 4 lives cette semaine, puisqu'il y aura avant-match de Reims et de Bordeaux, et après-match de Reims et de Bordeaux. Donc normalement, vous serez rassasiés en termes de dose football. Et on vous attend. Et on vous attend nombreux et on vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents. Il y a eu beaucoup d'activités dans le chat, il y a eu beaucoup de personnes qui ont discuté avec nous, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont follow, merci à tous ceux qui ont fait des dons. Merci beaucoup à toi Taken et à toi Tassour, à vous deux d'avoir été présents ce soir. Avec grand plaisir. Toujours un plaisir. Toujours.
Et Surtout avec une pour conclure, je vous dis à mardi, normalement. À demain si vous suivez nos réseaux YouTube, Twitch, Twitter, enfin pas Twitch, Twitter, Facebook et Instagram pour le débrief. Je vais arriver, hein, c'est un petit jeu qui est compliqué. C'est le 3e clean sheet de Lopez qui te Ah met oui, dans non, mais ces là, états. oh, je ne sais plus quoi faire. Et en attendant, on vous dit bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. À bientôt.